indispensable à l'exercice des médecins. Donc je crois que cette revendication d'exiger des moyens financiers urgemment est importante. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand nous avons rencontré la directrice, celle-ci nous a dit, sincèrement, ça venait du fond du cœur, vous savez, si j'avais les 10 millions, je saurais comment les utiliser dans cet établissement. J'en reviens un petit peu en arrière parce que, en travaillant sur ces questions, j'ai regardé comment les hôpitaux avaient été financés. Jusque dans les années 1970, c'est l'arrivée de Giscard au pouvoir, il était déjà ministre des Finances de Pompidou. Jusqu'à cette époque, les hôpitaux publics se sont développés de manière considérable. Il n'y avait rien à la Libération, ou quasiment rien. On a développé un réseau d'hôpitaux publics considérable dans le pays, réalisé des CHU dans plein de régions. Ça a été financé par la Sécurité sociale et l'État intégralement. Les hôpitaux n'ont pas dépensé un seul centime eux-mêmes pour financer ces travaux. Et 1970, c'est la rupture. On a décidé d'arrêter ça. Il fallait maintenant que les hôpitaux financent eux-mêmes les investissements. Et la courbe dramatique s'est enclenchée. Dans les travaux qui ont été engagés en 2000, dans le début des années 2000, aucun apport, ni de la Sécu, ni de l'État, ni de la région, n'a été apporté. Ce qui explique, pour une part, les difficultés. Alors donc, cette demande, je ne sais pas si elle rejoint, si vous la partagez, mais je pense que ce serait important qu'on puisse dire demain, envoyer à la ministre de la Santé et aux parlementaires du secteur, nous pensons que c'est une proposition tout à fait importante. Alors après, il y a plein de questions, je ne veux pas tout résumer. Il y a une question qui est liée à la médecine de ville. C'est une question très importante. David Jutier, toi Irène, y êtes intervenu tout à l'heure. Et on en a bien conscience. C'est la raison pour laquelle nous défendons l'idée de la mise en place d'un centre de santé dans lequel les médecins seront des salariés. C'est pas la maison de santé telle qu'on l'a opérée, où c'est une addition de médecins libéraux qui sont là. C'est un centre de santé qui passe convention avec l'ARS, qui est financé par la Sécurité sociale. Enfin, c'est très très encadré. Alors, on en a parlé à la directrice, qui est pas très chaude parce qu'elle a peur que ça fasse concurrence à l'hôpital, mais ça faudrait examiner. D'autant qu'on proposait que ce soit adossé à l'hôpital, mais c'est des généralistes, il ne faut pas concurrence à l'activité de l'hôpital. En plus, ça rapprocherait la médecine de ville de l'hôpital. On en a parlé au maire de Rambouillet, et qui lui, David Jutier l'a dit, moi je ne veux pas trop m'en mêler, c'est pas mon affaire. Mais pourtant, on est dans une situation, vous avez Rambouillet Territoire a lancé une étude qui a été rendue publique, enfin pas l'étude, mais un court résumé dans le journal, qui dit, lui, qu'il n'y a pas trop de problèmes en ce moment. Je ne partage pas cette appréciation, mais que demain, ça va aller mal, parce qu'il y a une démographie médicale qui fait que beaucoup de gens vont partir à la retraite, de médecins, et donc il n'y aura pas de remplaçants. Je crois que cette question d'un centre de santé, je ne sais pas comment on peut l'appeler, maison médicale, enfin, il y a des centres de santé de diverses tailles. C'est tout à fait d'actualité. Alors, j'ai appris aujourd'hui par une amie qu'un travail était engagé sur les villes de Vélizy-Viroflay, qui se sont mis d'accord, c'est la population qui a été à l'initiative, en même temps, à partir d'un constat de désert médical, avec la participation de l'ARS, un centre de santé est en train d'être travaillé. Ils sont en train de réaliser des locaux qui sont quasiment terminés. Il y a des conventionnements à faire. Je propose que d'ailleurs les gens du collectif, nous prenions rendez-vous avec eux pour aller voir concrètement comment cela se passe. Il faut que cette idée d'un centre où des médecins salariés viendraient travailler dans la région de Rambouillet, donc même à Rambouillet, soit poussée de manière plus forte. D'ailleurs, j'en avais parlé dans d'autres endroits, on pourrait tout à fait envisager que les médecins salariés de ce centre de santé aillent faire régulièrement des consultations dans des petites villes, des petits villages, où il n'y a pas de médecins actuellement qui viennent. Donc voilà, c'est une autre revendication, me semble-t-il, qu'il faut que nous portions sous des formes qui restent à préciser, parce que dans le détail, moi je ne suis pas un technicien de la chose, mais et ça aurait des répercussions sur l'hôpital, puisque ça participerait au désengorgement des urgences et répondrait aux besoins des gens. Beaucoup de gens n'arrivent plus à trouver de médecins, voilà. Je pensais à ces trois questions. Donc défendre le principe de l'hôpital général à Rambouillet, et tu as dit les menaces objectives qui pèsent sur celui-ci. Deuxièmement, des moyens financiers immédiats pour notre hôpital. Troisièmement, ce centre de santé sous des formes qui restent à préciser pour répondre à ces besoins de médecine de ville.
Il y a beaucoup à dire sur la santé, vous savez, ça reste une préoccupation première des gens. Je vous donne 2 chiffres, c'est quand même intéressant de le connaître. La santé publique, la santé en général en France, c'est 11,6 du PIB. Aux États-Unis, c'est 17. C'est beaucoup plus important là où la santé est privée, en coût global, que ça ne l'est dans un pays comme le nôtre, où la santé est massivement publique. Et il faut lever un malentendu. Les gens qui nous gouvernent, ils ne veulent pas diminuer les dépenses de santé. Ce n'est pas leur problème. Elles peuvent continuer à croître. D'ailleurs, c'est un marché financier pour tout un tas de sociétés. Ce qu'ils veulent diminuer, c'est la part de santé publique. La santé qui est financée par nos cotisations. La santé qui est dite solidaire. C'est ça qu'ils veulent réduire. C'est la raison pour laquelle, depuis de longues années, on met les hôpitaux publics en difficulté, ce qui fait le bonheur des établissements privés. Et par exemple, on a un établissement privé pas très loin d'ici, à Trappes, qui a modernisé et agrandi ses urgences. On ne peut pas bien accueillir dans de bonnes conditions ici. Là-bas, ça y est. Nous, on a une équipe de presque 4 orthopédistes. À Trappes, il y en a 16. Ils ont une force de frappe qui est considérable, qui leur permet de gagner énormément d'argent. Ça ne les gêne pas. Mais nous, ça doit nous gêner. Nous qui sommes des gens qui finançons cette santé publique. Voilà, à vous la parole. On a encore un petit moment pour dire des choses précises. Oui, voilà, alors il reste, je tiens à préciser, il reste à peu près 20 minutes. Hein. Donc je vous demande à toutes et à tous d'être le plus concis possible. Synthétique, ça ira. Merci. Donc si je puis me permettre puisqu'on est presque sur la fin, de synthétiser une demande, en complément, en fait, Michel, des actions que tu commences à envisager, c'est-à-dire Rambouillet, etc. Au passage, à Vélizy-Villacoublay, il y a 30 ans, il y avait une clinique privée avec des urgences, et elle a été fermée il y a à peu près 20 ans. Donc effectivement, à Vélizy, il y a un vrai besoin au niveau de la santé depuis longtemps. En ce qui concerne comment on peut faire financièrement pour la santé, etc. Moi, je pense qu'il y a de l'argent, il devrait y avoir de l'argent, et déjà, si tous les gros groupes, Total, par exemple, ou autres, payaient leurs cotisations à l'URSSAF, au lieu de dire « Oh, mais on veut une réduction parce que sinon vous comprenez, on va être en déficit », on va licencier. Si les hommes politiques, ils avaient un peu plus de courage, ce serait bien qu'ils leur disent « Bon, t'es gentil, tu payes, puis après on en discute ». Donc l'argent, on l'a. J'ai eu, alors évidemment, il y a le projet, tout ce qui est Bachelot, etc., faut le remettre en cause. Ça, on peut en parler, effectivement, l'écrire plutôt à Aurore Berger, lui demander un rendez-vous pour en discuter. Il y a tout ce qui est ces histoires de transport d'un hôpital à un autre, où là, on jette de l'argent par les fenêtres. Enfin, ça va chez les ambulanciers. Donc ça nous coûte fort cher. Et j'ai eu... de par mon travail, l'occasion d'aller à l'hôpital de Dourdan. Ne m'emmenez jamais à Dourdan. J'ai dit à ma famille, si les pompiers me disent « je vous emmène à Dourdan, parce qu'il n'y a pas de place à Rambouillet », non. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller aux toilettes réservées au personnel. Eh ben, j'ai éteint la lumière avec mon coude, hein, je peux vous le dire. C'est dégoûtant. Rambouillet, c'est pas moi. Ah, Rambouillet, je ne suis pas allée au personnel. C'est peut-être proche, mais j'ai halluciné. Le personnel ne marche pas. Actuellement, les patients sur le bassin. Oui, je sais bien, c'est pour ça que j'en parle. La matière de bassin, de mettre dans un sac plastique. Et j'ai eu par ailleurs l'occasion d'aller. D'avoir une mission au siège de la PHP à Paris. Alors là, c'est un magnifique bâtiment avec de la moquette épaisse comme chez Mickey, des cafés gratuits, c'est vraiment, c'est un ministère quoi. Et je suis sûre qu'ils ont tout plein de bâtiments et de possibilités financières. Alors évidemment, qui ne profiteraient que aux hôpitaux attachés à la PHP. Mais enfin, je suis sûre qu'il y a dans le public aussi à l'ARS, ils sont bien logés, j'imagine. Et puis aussi, faisons péter ce numerus clausus, puisque
les médecins qui choisissent la spécialité généraliste, ils veulent plus bosser dans les conditions d'avant. Donc on en a besoin de plus de médecins généralistes. Donc faisons péter ce numerus clausus. Et puis, au lieu de faire venir des personnes d'un pays ou d'un autre à des conditions en plus pas tellement honorables. Et puis, dernier petit détail concernant le bâtiment nouveau de l'hôpital de Rambouillet. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cette espèce de verrière immense avec un plafond pas possible, où il fait trop chaud l'été, trop froid l'hiver. Ils ne savaient pas qu'on avait des petits problèmes écologiques, d'économie d'énergie. C'est il y a quoi? Il y a 5 ans, 10 ans? Non, 19 ans. Ah, c'est hallucinant. Déjà à l'époque, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Délire d'architecte, effectivement, merci. Merci. Alors oui, monsieur, je vous ai pas oublié. Alors Madame le Pape, ensuite il y a un monsieur qui était très patient qui est là-bas, et puis voilà, et puis monsieur ensuite pour terminer. Il nous reste à peu près, 20 minutes. Hein, voilà. J'essaie d'être très brève. L'argent, il y en a, oui, effectivement. Et il faudrait peut-être aussi rendre les directeurs responsables de tout ce qui est malversation, problème ou autre, que leur denier soit impacté. Parce qu'aujourd'hui, un directeur qui fait des conneries ou dans un hôpital, on le mute ailleurs. Il n'est pas sanctionné et il n'est pas responsable. Hein. C'est un nouveau qui arrive, et puis hop, on a un nouveau directeur 2 ans après, avec des nouveaux projets et autres qui coûtent cher. Nous, par exemple, à Plaisir, on a un superbe IRM, un superbe scanner qui vient d'ouvrir. Hein. C'est très récent. Normalement, ça devait ouvrir il y a plus de 6 mois. Le problème, c'est que notre directeur est quand même parti 8 jours à Boston pour étudier les scanners et tout là-bas. Mais il a commandé un appareil qui ne rentrait pas dans le nouveau bâtiment qui venait d'être fait. Donc il a fallu recasser le nouveau bâtiment pour pouvoir faire rentrer l'IRM et le scanner. Donc 6 mois de délai, plus les travaux, enfin ou autre. Au niveau du gaspillage de fric, et là je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au service public, où le service public c'est pas un gros mot. Et il faut peut-être redonner aussi le statut de fonctionnaire aux gens. Parce qu'aujourd'hui on arrive à une précarisation de l'emploi. On a de plus en plus de CDD, et notamment s'ils sont corvéables à merci. Donc à Rambouillet, je sais que les collègues en ont déjà parlé ou autres, c'est la grande mode dans les hôpitaux, on prend des CDD. Alors on renouvelle. Et donc on arrive avec des CDD qui ont quelquefois plus de 5 ans de maison. Puis comme par hasard, au bout de 5 ans de maison, ils sont plus bons à rien. Pourtant ça fait 5 ans qu'ils étaient bons, hein, mais comme on arrive près des 6 ans, c'est pas bon, on va pas les titulariser. Donc on les vire. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, et là il y a un gaspillage monstre, c'est l'externalisation de tout ce qui n'est pas le soin. On dit oui, il faut le cœur de métier. Mais alors du coup, y a un truc autre électrique qui va pas, on prend une société extérieure. Les espaces verts, on prend une société extérieure. Le ménage, et c'est ce qui se passe, que vous disiez tout à l'heure, où on a des drames ou autres, on a des sociétés, j'ai envie de dire, esclavagistes, parce que c'est le terme qu'il faut employer par rapport à comment ils traitent leur personnel, où ils viennent faire le ménage dans les établissements, donc c'est ni fait ni à faire, mais on a affaire à des gens en face qui quelquefois ne savent même pas parler correctement le français, qui sont exploités avec des horaires, mais vraiment à la con, quoi, faut dire ce qui est, et qui se retrouvent complètement démunis aussi, parce qu'on leur demande de faire un travail qu'ils ne connaissent pas, ils ne sont pas formés pour, et puis c'est marche ou c'est dehors, voilà. Donc il y a l'externalisation où il faut absolument lutter contre ça, parce qu'en plus, en fait, au départ, l'appel d'offres, il est intéressant, on nous dit ça coûte moins cher que de payer quelqu'un d'un agent hospitalier. Sauf qu'au bout de 3 ou 4 ans, la société, elle revoit ses prix. Et que le prix, après, il devient beaucoup plus cher. Et tout ce qui n'est pas fait correctement ou autre, où on est obligé de refaire revenir ou autre, c'est de l'argent gaspillé. Et ça, au niveau des hôpitaux, je pense que si on faisait le tour des gaspillages, on économiserait pas mal. Il n'y a pas que dans les hôpitaux. Merci madame. Alors Jean-Pierre, juste au fond de... Voilà. Allô, je ne suis pas très doué. Alors c'est une réflexion peut-être idéaliste de ma part face à nos élus, face à nos technocrates. Au jour d'aujourd'hui, à l'aube de ce 21e siècle, on a remplacé le cœur de l'homme, le cœur de l'humanité, par une calculatrice. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que c'est ça l'humanité au jour d'aujourd'hui? Mes félicitations à nos technocrates. Merci. Merci. Alors, juste, voilà, Jean-Pierre, en fait, il fait son sport en même temps. Voilà.
moi, je voulais dire deux petites choses qui concernent les enfants. Donc moi, j'ai fait toute ma carrière à l'éducation nationale et en fin de carrière, je voyais beaucoup d'enfants qui n'avaient plus de médecin, alors qu'en début de carrière, j'en voyais pas. Donc ça renvoie un peu aux déserts médicaux et aux difficultés pour les familles de trouver un médecin traitant, qui pourrait aussi entrer dans les arguments pour une maison ou un centre médical. Et aussi les enfants qui ont besoin de soins psychiatriques. Sur Rambouillet, ils sont en attente pendant 1 an de soins minimum. Au niveau du CMP, qui est la seule structure qui peut les accueillir, il y a une liste d'attente phénoménale. Il n'y a personne en médecin en psychiatrie libérale. Donc c'est vraiment aussi un secteur qui est extrêmement sinistre. Voilà, monsieur. Alors, on va essayer, je suis désolé. Très rapidement. Voilà. D'abord sur le soin psychiatrique, il se trouve que j'ai été chef d'établissement dans la région et j'ai utilisé les services de Rambouillet. C'était un service qui était extraordinaire et je ne comprends pas qu'à la mairie, qui recherche à faire de la structuration, vous monsieur, je sais que vous en faites, le maire un peu moins à mon avis, qu'on ne se pose pas ces questions fondamentales effectivement pour la pérennité de notre commune. Et si l'hôpital est structurant, je voudrais aussi poser la question, posez-la au maire de notre part, demandez-lui qu'est-ce qu'il fait pour effectivement attirer des médecins libéraux dans sa commune. Il y a un tas de gens qui le font partout en France, qui déploient des astuces, des stratégies pour faire venir des médecins libéraux à Rambouillet. La seule stratégie, c'est de faire venir des promoteurs immobiliers, c'est de vider tout le centre-ville de son commerce, c'est d'installer des parkings jusqu'à 5 km de la gare. Qu'est-ce que c'est que cette municipalité? On a un maire qui est complètement stupide. Et je pense que sur, effectivement, l'avenir médical de notre commune, il faudrait effectivement qu'on se mobilise véritablement dans cette mairie pour attirer des médecins de ville. Dernière chose, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. J'ai entendu qu'effectivement il y avait des problèmes de dette dans les hôpitaux, et je les comprends bien. Il se trouve que je vais à Poissy très régulièrement, dont j'ai été citoyen pendant très longtemps, et je vois là l'hôpital qui se développe énormément, qui est en train de construire des nouvelles unités. Pourtant, j'imagine qu'il est mangé à la même sauce que tous les autres. Donc, est-ce que quelqu'un a une explication sur le fait que cet établissement soit en plein développement aujourd'hui, alors que plein d'autres tout autour se meurent? Oui, moi je peux vous le dire. Et c'est pour tout. C'est pour tout. C'est le Grand Paris, tout simplement. N'oubliez pas ça. Hein, nous ne faisons pas partie du Grand Paris. On cotise pour le Grand Paris, on donne de l'argent pour le Grand Paris, mais on n'est pas dans le Grand Paris. Et c'est pour ça que Poissy, hein, et c'est pour tout, pour les infrastructures routières, ferroviaires et tout, c'est tout. Hein, nous, on est au sud. Juste, je voulais dire, les maisons de santé, dans le département de Saône-et-Loire, c'est le département qui a embauché des médecins qui sont salariés du département et qui se déplacent sur tout le département, et ça marche super bien. Voilà. Ils ont un bus ou un truc comme ça? Pardon? Ils ont un bus ou ils ont des locaux? Non, ils vont dans des locaux. Il y a des locaux qui sont implantés et ils tournent et ils travaillent en voiture. Donc ils sont au courant. Pour répondre, juste par rapport à Poissy, c'est la tête de veau que j'ai acheté. Ça a fermé les lits de Melan, ça a pris les lits de Melan, ça a pris des lits de Mantes, et on est encore en train de parler là, de fermer des lits au Muro. Donc actuellement, il y a une grosse menace, parce que les têtes de pont, c'est ça. On a eu l'exemple, hein, le premier GHT, c'était Dieppe. Il y avait un EHPAD à le Tréport qui marchait très bien. Il n'y avait pas de problème de finance, rien, qui était génial. Il y avait l'hôpital de Dieppe qui était endetté jusqu'au cou. Du fait du GHT, l'hôpital de Dieppe a pu faire des travaux, n'était plus endetté. Par contre, l'EHPAD de a fermé. Alors, on a, juste avant, juste une précision, on a encore 2 interventions, votre intervention, monsieur qui est là-bas, et puis tout à l'heure, on demandera à monsieur Philippe Legru, qui est présent, à nos invités, de nous donner un peu son sentiment sur cette soirée, puis aussi sur donner son avis. Voilà. Moi, je vais être bref. Ce que je retiens, c'est que nous n'avons pas de meilleur bien que notre santé. On ne s'en rend jamais compte comme ça. La vie, on l'a plus. Mais en fait, le bien essentiel
le bien fondamental, celui qui détermine l'acquisition de tous les autres biens, c'est la santé. Premier élément. Deuxième élément, je vous dirais, tous ces problèmes-là, finalement, c'est un problème de choix politique, choix de civilisation, purement et simplement. Et les difficultés rencontrées dans les hôpitaux, ces difficultés-là, c'est un problème d'investissement, choix d'investissement. Une fois qu'on refuse de le faire, effectivement, on a toute cette problématique qui se présente. Malheureusement, heureusement, nous sommes dans une société qui a les moyens. C'est une question de redistribution. C'est complètement illusoire de comprendre que l'éducation puisse faire de la rentabilité financière. C'est complètement utopique. Oui, je ne sais même pas. C'est inconcevable intellectuellement qu'on puisse penser que la santé puisse apporter une certaine rentabilité financière. Une fois qu'on fait ces calculs comptables, on va dans le mauvais chemin. Il rapporte quelque chose. Et d'ailleurs, le fondamental, c'est le bien-être général de la société. L'éducation, quand les gens sont éduqués, c'est toute la société qui en tire un profit. On parle de la Chine aujourd'hui. Quels sont les investissements massifs que les Chinois n'ont pas été obligés de faire pour pouvoir en arriver à ça? Oui, et la France aussi d'ailleurs, c'est ça. Ils ont fait des investissements massifs dans l'éducation. C'est ce qui a permis d'arriver au degré de développement actuel. Et en termes de santé, c'est parce qu'il y a eu des développements, des investissements massifs qu'on en est arrivé à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a une rupture, on ne veut pas le faire. Toute la problématique est là. Donc, je pense que là-dessus, il faut inciter, il faut vraiment inciter les gens à revenir sur le fondamental, investir dans la santé. Ça, c'est un. Et dernier élément, je viens à l'hôpital de Rambouillet. Je parle de l'hôpital de Rambouillet. C'est un excellent hôpital. Nous avons toutes les capacités de pouvoir répondre aux besoins de la population. Et ce n'est pas un hôpital de trop. Lorsque vous avez un problème, vous êtes bien content qu'effectivement une équipe médicale bien formée vous prenne en charge et vous sauve la vie. Et en ce qui concerne, on sait que les politiques et les économies, certaines économies s'en foutent royalement de ça. On le voit d'ailleurs avec la maternité de Creil. Quand ils ont demandé aux urgentistes de faire des accouchements dans les urgences. Il faut être un crétin, il faut être cynique plutôt pour pouvoir penser ça. Et il y a une certaine inhumanité à le faire. Parce que demander à des gens qui ne savent pas faire des choses, de le faire, c'est quoi? C'est mettre finalement la vie des femmes en danger, la vie des enfants en danger. Et nos politiques, ils écrivent, ils prennent des décisions, ils n'assument aucune responsabilité derrière. Et en fait, derrière, il y a tout de même des actes que moi j'appellerais des actes à intention plus ou moins criminelle. C'est comme ça que j'ai caractérisé ça. Donc, nous devons tout faire pour défendre notre hôpital. Voilà. Merci. Faire court, en fait, tout à l'heure on a parlé du numerus clausus, les conséquences, et on a dit aussi que le maire a dit que tout va bien ici à Rambouillet. Quand je suis arrivé, donc fin 2017, j'ai fait 14 médecins par téléphone pour trouver un médecin qui puisse me suivre. J'ai trouvé une seule personne qui m'a accepté, et 2 mois après, cette personne ne prenait plus personne de nouveau. Donc ça veut dire qu'en centre-ville, aujourd'hui, on n'a plus de médecins qui prennent des nouveaux patients qui arrivent de l'extérieur, comme moi, ou même qui sont ici et qui ont besoin. Première chose. Et le dernier truc rapide, qui m'interpelle toujours, c'est souvent dans les hôpitaux, moi je vois, on améliore l'accueil. Mais l'accueil du public qui vient, par exemple, une consultation et tout ça, vous prenez à Béclair, bon, je connaissais bien Béclair, l'accueil a été bien refait, c'est agréable et tout ça. Ici, j'ai vu que l'accueil était bien sympathique. Mais par contre, il y a un autre accueil qui est très important, c'est quand on arrive aux urgences. Parce qu'en plus, on n'est pas trop bien. Donc, voilà. Et puis il se passe... Et les accueils en urgence, je ne parle pas des gens, je parle de la qualité, le volume et tout ça. Par exemple, l'accueil de Rambouillet, j'ai vu, c'est très petit. On est très confinés. Donc, on est confiné avec des gens. Moi, je me rappelle, j'ai été,
Ça a failli presque être en émeute. Bon, heureusement, on a discuté un petit peu, mais il y a des gens qui disent tout ça. Et bon, il a fallu lui donner un petit peu d'arguments pour que les gens comprennent ce qui se passait. Mais donc, moi, je pense que ça veut dire quelque chose. Quand on néglige pas l'accueil principal, je dirais, et on néglige l'accueil d'urgence. Alors que c'est là où il y a vraiment des situations plus... Voilà. Merci. On va donc passer la parole à monsieur Legris. Il va nous dire un peu tout ce sentiment. Voilà, il est juste devant tout. On lui avait demandé d'écouter le débat, Voilà. de pointer Oui, ce c'est une qui semblait surprise, mais bon. important. J'ai été missionné. Alors ce que j'ai ressenti, ce que j'ai noté, mais voilà, c'est comme ça, bout de fonderie là maintenant. La première chose que j'ai vraiment ressenti, c'est que le collectif n'a pas fini de vivre. C'est qu'on a besoin de lui et on aura besoin de lui encore longtemps parce que la pression, il faut la maintenir. Et il faudra la maintenir tout le temps. Bon, c'est une première chose, en synthèse, hein, je vais essayer d'aller vite. La deuxième chose que j'ai notée, c'est qu'on a parlé qu'un hôpital général était structurant localement. On a parlé d'un bassin de population de 200 000 habitants. Alors moi, je ne suis pas intervenu, mais ça me gêne un peu. Je veux dire, pour moi, c'est plus l'éloignement aux soins qui doit être pris en compte, et non pas le nombre d'habitants, parce qu'à ce moment-là, la Lozère, elle va être mal barrée. Mais bon, l'idée est là, en fait, c'est qu'il faut un hôpital ayant, ce que vous demandez, hein, ce qui est revendiqué, c'est un hôpital ayant on dirait un panier de soins, un panier de services minimum à proximité, et que les gens, que la population locale puisse y accéder facilement. À ce sujet-là, je pense qu'une des revendications à faire passer, c'est la maison de santé, le centre de santé à créer de manière locale, avec des médecins salariés. Ça, c'est ce que j'ai aussi noté, c'est les deux préoccupations majeures. Je pense aussi qu'il faut qu'on continue, que le collectif continue à faire de la pression, à faire de l'information publique, mais de la pression sur les parlementaires et les élus, pour que cette idée de consultation nationale, cette idée d'audit démocratique des projets, soit appuyée par la population. Sur le financement, il y a eu beaucoup de choses de dites, sur une assiette de cotisation plus large, sur un financement à 0% par la BCE des investissements de santé, sur un retour à l'investissement des hôpitaux par la sécurité sociale et l'État. Il y a eu aussi des choses qui ont été dites sur de casser le numerus clausus, de titulariser le personnel de santé, d'arrêter de sous-traiter la maintenance et l'entretien des bâtiments. Bon, voilà ce que j'ai synthétiquement retenu de la conversation et du débat. Merci à vous, c'est fort synthétique, effectivement. Monsieur Espina, je propose qu'on laisse le dernier mot de cette soirée à Monsieur Cesbron qui est venu nous rendre visite et participer à ce débat. Je suis d'accord. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord. Et donc, quelques mots seulement. Alors, tout d'abord, vous avez un beau programme là qui vient d'être résumé. Votre collectif a déjà, je crois, une certaine maturité, donc connaît les difficultés, connaît le dossier, ce qu'est un hôpital, comment il fonctionne, et les menaces qui pèsent de façon très forte actuellement sur lui. Alors, je n'ai pas le sentiment que actuellement vos menaces soient très fortes, mais elles vont l'être, hein, et quand même elles existent. Alors, j'ai parlé de votre maternité. Je pense que vraiment, votre maternité, il faut en prendre soin, et beaucoup. Hein. Elle est menacée comme beaucoup de maternités. Encore une fois, le but, c'est la maternité, 4-5 000 naissances. Hein.